Bismillah, salam alaikum, mes chers élèves, soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus, présentée par le professeur de physique-chimie, Monsieur Azdin Leminawi. On va voir dans cette partie numéro 3 la suite toujours de la mécanique, mais cette fois-ci, on va voir les 3 lois de Newton. Alors, dans les parties précédentes, on vous a parlé les grandeurs caractérisant le mouvement et le mouvement rectiligne sur lequel on va se baser dans la majorité des exercices. Alors, je vous ai laissé cet exercice dans la partie 2. Alors, j'espère que vous l'avez fait parce que c'est une application des diagrammes qu'on a vu. Voilà, pour le mouvement rectiligne, uniforme et uniformément varié. Bien. On vous a donné un diagramme, comme vous voyez, vitesse du centre de gravité en fonction du temps. Alors, on vous a dit un ascenseur de masse M est en mouvement. La figure ci-contre représente le diagramme de la vitesse du centre de gravité de l'ascenseur. Alors, comme vous savez, l'ascenseur, il a toujours un mouvement vertical. Autrement dit, sa trajectoire est rectiligne. Donc, n'oublions pas que la trajectoire est rectiligne. Alors maintenant, on va chercher les accélérations ou bien la variation de la vitesse pour déduire la nature du mouvement. Alors, déduire la nature du mouvement du centre de gravité G de l'ascenseur en précisant la valeur de l'accélération G. Bien. Alors, regardez. Je vais diviser ce diagramme en 3 parties. Voilà la première partie. Entre 0 et 5, comme vous voyez, la vitesse est une fonction croissante, est une fonction linéaire. Bien. Dans la deuxième partie, la vitesse est une constante. Et dans la troisième partie, la vitesse est une fonction linéaire mais décroissante. C'est une fonction affine, décroissante. Bien. Donc cela veut dire que le mouvement passe par 3 phases. Alors le mouvement de G, il passe par 3 phases. Et je dois préciser ces phases. Dans la première phase, celle-ci, c'est-à-dire le temps entre 0 et 5 secondes. Alors VG, comment il varie, est une fonction linéaire. Bien, il passe par l'origine. Et on sait que la trajectoire de l'ascenseur est rectiligne. Alors, que peut-on déduire? Donc, puisque la vitesse est une fonction linéaire variable et la trajectoire est rectiligne, donc le mouvement, elle est rectiligne uniformément varié. Bien. L'accélération. On vous a dit dans le rappel, si la vitesse est une fonction linéaire ou affine, l'accélération qui est toujours la dérivée de v, c'est une variation de la vitesse sur une variation de temps. Autrement dit, c'est le coefficient directeur. Alors, comment on va la calculer? Je prends 2 valeurs. Alors, je prends 0 et le 20. Alors, la variation de vitesse, c'est 20 moins 0. Alors, le temps, pour le 20, il lui correspond 5. Alors, 5 moins 0. Et comme ça, je vais avoir l'accélération. Accélération AG dans la phase numéro 1, c'est 20 divisé par 5, c'est 4 mètres par seconde au carré.
Voilà l'accélération et la nature du mouvement dans la première phase. Or, regardez, les valeurs de la vitesse donnée, elles sont positives. Donc, veut dire que le mouvement se fait dans le sens positif. Et l'accélération trouvée, la fonction elle est croissante, donc elle est positive. Oh, la vitesse et l'accélération ont même signe. Donc je peux ajouter, si vous voulez, mouvement accéléré. Donc je peux dire mouvement rectiligne uniforme varié et j'ajoute accéléré pour plus de précision. Voilà. Alors dans la phase numéro 2, regardez la phase numéro 2. Entre 5 et 10, donc je précise entre 5 et 10 secondes. Alors la vitesse, elle est comment? Est une constante. Oh, la vitesse est une constante. Et la trajectoire de l'ascenseur, elle est toujours rectiligne. Donc vitesse constante, trajectoire rectiligne, mouvement rectiligne uniforme. Bien, voir la partie précédente. Alors l'accélération, puisque A c'est la dérivée de la vitesse, et la vitesse est une constante, donc la dérivée c'est 0. Donc comme ça je peux écrire que AG c'est A de la phase numéro 2, elle est nulle, mètres par seconde au carré. Voilà ce qui concerne la deuxième phase. Donc le mouvement, elle est rectiligne uniforme et l'accélération, elle est nulle. Alors dans la dernière phase, alors le temps, regardez, entre 10 et 15, la vitesse est une fonction décroissante. Bien, donc entre 10 et 15 secondes. Donc la vitesse est une fonction affine. Très bien. Et la trajectoire, toujours rectiligne. Alors, que peut-on dire du mouvement? Alors, la fonction linéaire ou affine, trajectoire, donc mouvement rectiligne uniformément varié. Bien, l'accélération, c'est la dérivée, donc puisque c'est affine ou linéaire, ça représente la variation de la vitesse sur la variation de temps, c'est le coefficient directeur. Alors, je peux la calculer. Alors, je choisis 2 instants. Je préfère les extrêmes. Alors, regardez les extrêmes. Je prends le 10 et le 15. Voilà. Alors, regardez pour le 10. Le 10, il lui correspond une valeur qui est 20. Alors que pour le 15, il lui correspond un 0. Oh, donc la durée, pour ne pas se tromper, le 15 final, moins 10. Le 15, il lui correspond à 0. Et le 10, il lui correspond combien? 1, 20. Voilà. Donc, 20. Donc, c'est 0 moins 20 et non pas 20 moins 0 parce que le final, c'est 0. Voilà. Donc, j'aurai moins 20 sur 5. Oh, c'est une valeur négative. Donc, voilà. AG, c'est A de la phase 3, c'est moins 4 mètres par seconde au carré. Bien. La vitesse, regardez, malgré qu'elle est décroissante, elle est toujours positive. L'accélération trouvée, elle est négative. Donc, que peut-on ajouter dans le dernier cas? Que le mouvement, elle est retardé. Je peux ajouter retardé. Voilà. Très bien. Je passe maintenant aux lois de Newton. Alors, ces lois, on les applique toujours dans un repère R, O et J considéré galiléen. Qu'est-ce qu'on veut dire par galiléen? Un repère est galiléen, ça veut dire tout repère
en translation rectiligne uniforme. Oh. Par rapport à quoi? Par rapport au repère de Copernic. Voilà, c'est pourquoi je vous ai déjà parlé des repères terrestres géocentriques Copernic dans la première partie, pour vous expliquer par exemple ces notions-là. Alors, pour ne pas avoir des problèmes, essayez de voir cette remarque. Pour les mouvements de courte durée, en général, on ne fait pas les études dans des mois ou des années, mais quelques secondes, minutes, des heures même. Alors, pour les courtes durées, le repère terrestre qu'on choisit souvent dans les mouvements, bien sûr, et le repère aussi géocentrique qui est lié au centre de la Terre, on peut les considérer galiléens, bien sûr, dans les courtes durées. Et comme ça, le problème est réglé. Donc les repères qu'on choisit, automatiquement, ce sont des repères galiléens. Alors, la première loi, ou bien ce qu'on appelle le principe d'inertie. Kegel, il dit, voilà, si la vitesse est constante, la somme des forces extérieures exercées sur le corps est nulle, et vice-versa. Ça veut dire si le système soumis à des forces et ces forces, leur somme est nulle, autrement dit, leur vitesse est une constante. Alors voilà, la vitesse constante, il peut être nulle. Ça veut dire un corps est immobile. Alors pour le corps immobile, la somme des forces est nulle. Et si la vitesse a une valeur différente de 0, et une valeur constante, donc le mouvement il est rectiligne uniforme. Cela veut dire, si un corps est en mouvement rectiligne uniforme, la somme des forces extérieures exercées sur ce corps est nulle. Voilà. La deuxième loi de Newton. Et c'est la plus importante pour nous dans la majorité des exercices. Alors, un corps en mouvement, il est soumis à des forces. Alors voilà, la somme des forces extérieures exercées sur ce corps égale à sa masse multipliée par l'accélération du centre de gravité. Alors, comme vous voyez dans la loi, comme vous voyez, il y a des forces d'intensité F par exemple, et une accélération de valeur G. Alors souvent on l'applique soit pour calculer une force, soit pour calculer une accélération. Donc en général, lorsqu'on vous demande de déterminer l'intensité d'une force ou bien la valeur de l'accélération, il faut penser à la deuxième loi de Newton. La troisième loi de Newton. Alors la troisième loi de Newton, qu'on appelle le principe des actions réciproques. Ça veut dire l'action et la réaction. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est un corps A avec un corps B, dans l'espace par exemple, ou bien un corps placé sur un autre corps, c'est la même chose. Alors le corps A, il attire sur lui le corps B avec une force F exercée par A sur B. En même temps, le corps B, qu'est-ce qu'il fait? Il attire le corps A avec une force FA sur B. Regardez ces deux forces. Ils ont même ligne d'action, mais des sens opposés et même intensité. On peut les écrire FA sur B égale moins FB sur A. Et ils ont même intensité, je peux enlever les flèches et le moins et je peux mettre égalité. Voilà, on verra ça dans les mouvements des planètes qui viennent après. Voilà. Pour finir, je vais vous donner quelques propriétés pour certaines forces qu'on fréquente souvent dans les exercices. Alors, à chaque fois qu'on vous demande de faire l'étude du mouvement d'un corps, on vous demande le système étudié, le bilan de force. Alors, voilà ce qu'il faut retenir dès maintenant. Alors, parmi les forces qu'on trouve toujours, il y a le poids d'un corps, P. Et si le corps est placé sur un rail ou un plan incliné, horizontal, circulaire, il y a une réaction qu'on appelle R. Voilà les deux forces qu'on fréquente souvent dans les exercices.
Alors, on va vous demander de trouver les composantes de ces forces dans un repère ROIJ. Je commence par le poids du corps. Alors, le poids du corps, on peut trouver en général deux cas, un plan horizontal ou un plan incliné. Alors, regardez dans ce plan horizontal, plan, voilà. Alors, le corps est placé. Alors, où est le poids? Oh, le poids, il s'applique toujours du centre de gravité en se dirigeant vers le bas. Alors, dans un repère, alors on choisit toujours le repère OX confondu avec le plan, voilà. Et Y perpendiculaire. Regardez le poids, comment il est par rapport à l'axe perpendiculaire. Alors, sa projection égale à 0. Retenez cette loi. Tout vecteur perpendiculaire à un axe, projection sur cet axe égale à 0. Et P, comment il est par rapport à Y? Oh, regardez par rapport à Y. Et P, ils sont parallèles, donc la projection c'est P. Mais regardez P, il est dirigé vers le bas, et Y ou J dirigé vers le haut, donc il va avoir un signe moins. Alors maintenant, je vais vous donner tout simplement la représentation et je ne vais pas passer beaucoup de temps, je vous donne directement les composantes à retenir. Voilà. Alors le poids dans le plan incliné, et c'est le plus important et le plus difficile pour vous. Voilà. Le poids, il est toujours vertical. Voilà. Regardez les axes. L'axe des X, il est parallèle au plan incliné. Voilà l'axe des X. Y, il est perpendiculaire, comme d'habitude. Je peux faire une translation de Y, mettre la parallèle, la voilà. Ça, c'est Y. Donc, c'est comme si je déplaçais Y. Pourquoi? Pour décomposer le poids. Regardez le poids maintenant. Je peux le décomposer. La projection perpendiculaire sur X, il va me donner Px. Et la projection perpendiculaire sur Y, il va me donner Py. Oh. Un peu de géométrie maintenant. Cet angle alpha du plan incliné, on va le trouver là. Et regardez en plus le Px là. C'est le même que celui-là. Voilà. Donc pour alpha, le Px, c'est l'opposé. Donc Px, c'est P sinus alpha. Et pour Py, regardez le Py, c'est l'adjacent de alpha. Donc c'est P cos alpha. Qu'est-ce que nous reste à faire? Avoir seulement le signe. Est-ce que c'est plus ou c'est moins? Alors regardez le Px maintenant vers le bas. Et I vers le bas. Donc il est positif. Et Py, il est vers le bas. Alors que J, il est vers le haut, opposé, donc c'est un moins. Autrement dit, le Px et le Py, ils peuvent être plus ou moins selon les sens. Très bien. Et pour la réaction, voilà, pour la réaction. Alors regardez, il y a deux cas. On va vous parler soit avec frottement, soit sans frottement. Alors dans le cas où il n'y a pas frottement, regardez, dans le cas où il n'y a pas frottement, je peux représenter la réaction. Voilà le plan horizontal. Alors la surface de contact, regardez, la surface de contact entre le plan et le corps. Je vais mettre la perpendiculaire en pointillé, voilà. De même dans le plan incliné, en pointillé la perpendiculaire. Alors regardez, s'il n'y a pas de frottement, R est toujours perpendiculaire au plan de contact entre le corps. Là. Regardez la réaction, il commence du milieu, je vais changer de couleur pour bien voir. La réaction, alors la surface de contact, le milieu, elle est perpendiculaire, dirigée vers le haut. De même ici, la surface de contact, elle est dirigée vers le haut et toujours perpendiculaire. Oh, regardez maintenant les composantes. Comment il est R par rapport à X perpendiculaire? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La projection, c'est 0. Et comment les Y par R par rapport à Y sont parallèles et dans le même sens, donc c'est plus R. Voilà, à retenir sans frottement, on va toujours écrire Rx égale 0 et Ry égale à plus R. Maintenant, dans le cas où il y a frottement, R, il va pas être perpendiculaire, il sera incliné, mais dans le sens inverse ou bien contraire du sens du mouvement. Voilà par exemple le sens du mouvement. Voilà la surface de contact.
Voilà la perpendiculaire qu'on a tracée en pointillé. Alors dans ce cas-là, R, il sera incliné, mais dans le sens inverse du sens du mouvement, avec un angle phi. Voilà le R. Bien, ce R-là, il va se décomposer. Regardez la projection sur l'axe des X. Voilà Rx. Et voilà la projection sur Y. Regardez la projection sur Y. Alors ce Y-là, je peux le déplacer ici. Voilà, c'est parallèle. Voilà. Donc ça, c'est RY. Oh. Regardez maintenant, le Rx là, je vais la nommer F sera là, petit f, et on va l'appeler force de frottement. Le RY là, je vais l'appeler Rn, parce que N, ça représente la normale, ça veut dire la perpendiculaire. Alors la réaction normale. Et l'angle phi d'inclinaison, c'est ce qu'on va appeler angle de frottement. Bien. Alors regardez le Rx, regardez le I, il est vers la droite, et Rx, il est vers la gauche. Je change de couleur pour voir. Rx, qui est la force de frottement, elle est vers la gauche et I vers la droite. Donc il est opposé. Il est toujours égal à moins la force de frottement. Et RY, je peux l'appeler Rn parce que c'est normal. Alors le coefficient de frottement, c'est un coefficient K qui est égal à la tangente de phi. Regardez l'angle phi. La voilà. Alors le Rx qui est là, je peux la déplacer ici. Voilà. Alors la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Ça veut dire c'est Rx sur Ry, ou bien la force en module sur Ry. Alors il me reste l'intensité de la force. Puisque R est incliné, il a deux côtés, le Rx là, et le Ry ici est un triangle rectangle. Théorème de Pythagore, R au carré égale Rx carré, donc R égale la racine carrée. Voilà comment on calcule. Fin de résumé des lois de Newton. Alors, n'oubliez pas de voir les exercices résolus dans notre chaîne électronique. Merci, au revoir, إلى اللقاء يا أصدقاء.